Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information locale avec TV78. Tout de suite, les titres de ce lundi 19 novembre. La mobilisation des Gilets jaunes a pris également dans les Yvelines samedi. Des points de blocage importants sur la Nationale 12 et l'A13 qui ont convergé au niveau du triangle de Rocancourt. Retour sur la journée et bilan en plateau avec Alain Longérinas qui a participé à la manifestation. Il est le secrétaire départemental de Debout la France. À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, TRAP organise sa semaine de l'éducation. Elle est dédiée aux enfants, aux parents et à la communauté éducative. De nombreuses animations vont rythmer ce rendez-vous. Point d'orgue avec de l'événement samedi. Nous en parlons avec Janine Marie, maire adjointe de Trappes. Et puis la chronique sport du lundi avec du football. Versailles, dernier représentant des Yvelines en Coupe de France. Le club s'est qualifié hier pour le 8e tour de la compétition. Cette information pour débuter. Aujourd'hui, Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo. Le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été entendu par les autorités locales pour malversation. Selon Nissan, il aurait pendant des années déclaré des revenus inférieurs au montant réel au fisc japonais, préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le constructeur asiatique va proposer au conseil d'administration de démettre Carlos Ghosn de son poste. Conséquence à la Bourse de Paris, le titre du groupe Renault, implanté notamment dans les Yvelines à Guyancourt et Flins, a chuté de plus de 12%. Et dans un communiqué, le syndicat Sud Renault du Technocentre critique l'exemplarité du PDG qui a la charge de 470 000 salariés. La date du 17 novembre a marqué décidément les esprits. Les Français opposés à la hausse des taxes sur le carburant appelaient à bloquer le pays. Le mouvement dit des Gilets jaunes a été marqué par plusieurs opérations, notamment dans les Yvelines. De nombreux axes ont été bloqués par les manifestants. Reportage sur place de Manon Varaldo et de Nicolas Dandry. Les Gilets jaunes, signe de ralliement des Français mécontents du prix des carburants, ont manifesté dans les Yvelines. La mobilisation a commencé samedi 17 novembre au matin avec l'opération escargot de Saint-Nom-la-Bretèche qui a été rejoint par les manifestants venus de Rambouillet. Rassemblement également sur le secteur de Villepreux-Plaisir, les motards ont ouvert le convoi. Il y a un an de ça, je faisais mon plein de 60 litres pour 45 €. Là maintenant on est sur un 45 litres, je paye 60 €, donc il y a quand même une petite évolution. La zone commerciale des Clés-sous-Bois a été bloquée. Par petits groupes, les manifestants traversent les passages piétons pour bloquer les conducteurs. Derrière ce mouvement des Gilets jaunes se cachent diverses revendications. D'abord, celle des automobilistes exaspérés par la hausse des taxes sur le carburant, mais aussi celle des salariés qui voient les coûts de la vie augmenter. Depuis des années, les salaires ils sont bloqués, ils sont gelés et même ils diminuent. Alors aujourd'hui, on travaille toujours plus, mais c'est pour gagner moins. Alors là, du coup, il y en a ras-le-bol. Parmi les Gilets jaunes aussi, des futurs retraités dont le pouvoir d'achat est impacté par la hausse de la CSG. Ça fait des années que je travaille, je vais arriver à la retraite, j'ai 1 500 € de salaire. Donc je vais me retrouver avec une retraite de 1 200 €. Et avec ça, on ne vit pas. Et quand il faut qu'ils viennent nous expliquer, ceux qui décident de continuer à nous faire les poches, comment on vit avec ça. Suite aux mobilisations, la gendarmerie a décidé de fermer l'A13 au niveau du triangle de Rocancourt. Les manifestants se sont ensuite tous donné rendez-vous sur le parking d'une discothèque à Louvciennes. Il faut se faire comprendre. À partir du moment où on fait que d'augmenter les prix, nous on en a ras-le-bol. Eux c'est bien, ils encaissent, mais nous on est déjà dans la merde. À partir du moment où on est déjà dans la merde, ils peuvent pas nous foutre 6 pieds sous terre. Les Gilets jaunes, mécontents des annonces du gouvernement, espèrent que ce mouvement sera prolongé et lancent un nouvel appel à bloquer Paris samedi 24 novembre. Et pas de chiffres à vous donner précisément sur les Yvelines. La préfecture n'a pour le moment pas communiqué sur cette journée. Pour en parler en tout cas avec nous en plateau, Alain Longérinas, bonsoir. Bonsoir Gabriel Canalé. Vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France dans les Yvelines. Alors vous étiez, vous, dans le blocage sur la Nationale 12 samedi. Comment ça s'est déroulé cette journée pour vous ? Alors, en ce qui concerne notre blocage, ça s'est très bien déroulé. L'organisateur avait bien fait les choses. Il s'était rapproché des autorités. La manifestation avait été déclarée en préfecture. Ce qui fait qu'on a eu une coopération très intelligente avec la gendarmerie qui a été présente durant toute la journée et il n'y a pas eu le moindre débordement. C'était une ambiance très bon enfant. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on était aux environs de 200 à 300 dans le blocage. Qu'il y avait une population très, très diverse. Il y avait des retraités, il y avait beaucoup de jeunes.
Et ça m'a frappé parce qu'on constate qu'il y a une prise de conscience auprès des jeunes que agir, la politique, c'est important. On l'a vu, beaucoup de sujets aussi, pas que sur la hausse des carburants. Il y a une grogne, on va dire, plus globale sur la baisse du pouvoir d'achat aussi. C'est ce qu'on a pu observer. C'est clair. Je crois que l'essence, le prix du gasoil et de l'essence, c'est un catalyseur qui fait que les gens aujourd'hui se retrouvent massivement dans la rue. Il y a eu entre 500 000 et 1 million de participants au niveau national. Et pourquoi ils réagissent à ce niveau-là ? C'est parce que avant ça, il y a eu toute une cascade de taxes qui ont augmenté sur l'électricité, sur le gaz. On nous avait annoncé une baisse de la taxe d'habitation, c'est absolument pas le cas. Moi, à titre personnel, la mienne, je peux vous le dire, elle a augmenté de plus de 10%. Donc on s'aperçoit que le gouvernement... j'irai pas jusqu'à dire qu'ils mentent, mais en tout cas, ils essaient de masquer les choses, de minimiser les choses. Mais là, aujourd'hui, ça se voit sérieusement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens, parce que c'est avant tout une opération citoyenne, se sont mobilisés, et ça risque, à mon avis, de recommencer. Et compte tenu de la réponse... Il y a un appel qui a été lancé pour bloquer Paris, notamment, des appels aussi dans toute la France. Vous diriez que ça a été efficace quand même, cette journée de mobilisation ? Moi, je dirais que oui, parce que on a vu que massivement les gens participaient. On a vu aussi que massivement les gens se sont comportés calmement. L'objectif n'était pas à certains endroits, c'était de réaliser des blocages, mais pas nécessairement uniquement de bloquer. C'était déjà d'être vu, de voir qu'il y a un mécontentement. Et à partir de là, je pense que l'objectif a été plus que largement atteint. Et la réponse, à mon avis, du gouvernement n'est absolument pas à la hauteur des attentes. On aura l'occasion d'en reparler en fin d'entretien. Alors à la base, vous l'avez dit, c'est un mouvement citoyen. Les manifestants ont voulu absolument se détacher de tout mouvement politique. Force est de constater que ça n'a pas forcément été le cas partout. Nos journalistes ont pu voir sur le terrain des logos politiques. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, avait d'ailleurs appelé à se mobiliser samedi, comme d'autres représentants. Les partis d'opposition n'ont-ils pas cherché à récupérer cette manifestation ? Alors, je dirais qu'ils sont dans leur rôle. Je vois pas à la limite le problème de se lancer dans une opération de récupération. Et je crois que s'il y a un parti qui est fondé à tenter en tout cas de marquer son soutien à cette opération, c'est bien Debout la France, parce qu'il s'agit avant tout d'une colère initiée par les automobilistes, et ça fait 10 ans que Debout la France a initié tout un ensemble d'opérations, et notamment on pense à l'opération au péage, où Nicolas Dupont-Aignan a déjà été pris en photo, vu avec déjà à l'époque, il y a 10 ans, un gilet jaune sur lui, pour dénoncer le racket qui s'est opéré sur les automobilistes après les privatisations des autoroutes. Et on l'a encore fait, nous, Debout la France, Fédération des Yvelines, au mois de juillet, à Saint-Arnoux, pour dénoncer, au moment du départ en vacances, tout ce racket qui est opéré d'une manière générale sur les automobilistes. Il y a eu des mots forts du gouvernement, notamment du ministre Sébastien Lecornu, qui accuse les partis d'opposition, je cite, de faire du recel de la colère des Français. Ça vous inspire quoi, ça m'inspire qu'il y a une volonté de la part du gouvernement d'abaisser l'impact de ce mouvement, de masquer l'ampleur de la colère. Et à un moment donné, de toute façon, ces opérations auront probablement besoin d'un relais, et je pense que c'est à partir de là que les partis politiques trouvent toute la noblesse de leur action. Alors, il y a eu une personne morte en Savoie, 400 blessés en France, plus de 400 blessés. Ça n'entache pas la mobilisation ? Ça la décrédibilise pas, selon vous ? Absolument pas, parce qu'on s'aperçoit. Alors, premièrement, on s'aperçoit que souvent les blessés et la personne qui malheureusement est décédée, et ça c'est vraiment absolument dramatique. C'est le résultat en fait de gens qui s'énervent alors que les blocages étaient annoncés depuis longtemps, qui perdent leur sang-froid et qui font véritablement n'importe quoi. Et puis on constate aussi que les forces de l'ordre à certains endroits, et c'est ce qui s'est produit à Versailles près de la Lanterne, ont provoqué les incidents face à des manifestants qui étaient on ne peut plus calmes et qui manifestaient leur mécontentement de façon tout à fait pacifique. À un moment donné, on a bien vu que les ordres sont tombés et qu'on a demandé aux policiers d'intervenir et de faire évacuer la zone. Il nous reste 30 secondes. Édouard Philippe sur France 2 a dit samedi comprendre la colère des Français, mais pour autant il ne reculera pas, le gouvernement ne changera pas de cap. Vous êtes clairement insatisfait de cette réponse ? Absolument. Le gouvernement, d'une manière générale, se comporte comme, et c'est le cas d'Emmanuel Macron, il se comporte en tant que président de la République comme un président de filiale d'une grande entreprise qui, confronté à un mouvement social, décide de faire la sourde oreille, d'ignorer
et de dénigrer alors que là il s'agit de Français, de citoyens français qui manifestent un légitime mécontentement, et la réponse du gouvernement est absolument pas à la hauteur, et ça risque d'avoir des conséquences sur les prochaines opérations qui risquent d'être, à mon avis, encore plus violentes, parce que les gens sont frustrés de cet autisme qu'on constate de la part du gouvernement. Et notamment un nouvel appel à se mobiliser dès samedi prochain à Paris pour des blocages. Merci Alain Longérinas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France dans les Yvelines. En bref, une troisième personne mise en examen pour homicide volontaire dans l'affaire du meurtre de Rachid, ce père de famille mort le 7 novembre après avoir été roué de coups devant le lycée des Sept-Mars à Maurepas. Le suspect, âgé de 16 ans, est interpellé vendredi. Il affirme sa présence lors du passage à tabac, mais soutient qu'il n'a pas porté la main sur la victime. 2 autres individus ont déjà été mis en examen la semaine dernière. Au Clé-sous-Bois, on continuait de célébrer le centenaire de la Grande Guerre ce week-end, mais à l'accent américain. La ville accueille un camp militaire de 1917 reconstitué au parc de Diane. Tenues et outils d'époque exigés. Mélanie Poquet. Quelque part en France, en 1917, la 17e division d'infanterie américaine s'est installée. 15 passionnés ont reconstruit un campement type, ou presque. C'est inscrit dans le devoir de mémoire et c'est quelque chose auquel on tient absolument. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas mieux que l'histoire vivante pour montrer aux gens ce qu'était la réalité du terrain. Si les costumes et certaines tentes ne sont pas d'époque, les outils oui, comme certaines armes. C'est un Moser 1908, celui-là a été fabriqué en Espagne en revanche. Ou ces fioles médicales. Comme celle-ci par exemple, qui m'a toujours un petit peu impressionné puisque le premier terme que l'on voit en rouge c'est poison. Et en fait, on est bien sur un avril 1916 ou 18, je ne sais plus. Et le terme de poison sur cette fiole est simplement marqué parce que c'est à base de mercure. Des témoins du passé pour mieux comprendre le conflit et certaines avancées, notamment médicales. Et ce n'est qu'à partir du moment où les chercheurs, les médecins sur site et tout le corps médical s'est rendu compte que l'hygiène était primordiale, qu'on a commencé à stériliser les outils, qu'on a purifié l'eau, qu'on a lavé le linge. Une plongée dans l'histoire partagée avec le public qui a bravé le froid. Et je trouve que c'est agréable, ne serait-ce que pour les enfants, leur montrer un petit peu une idée de ce que c'était à cette époque-là. Je trouve que c'est excellent pour la mémoire, cela fait... Et puis un témoignage autant pour les jeunes que pour nous. La 17e compagnie a perdu près de 7000 hommes en Lorraine lors de la Première Guerre mondiale. Ces soldats-là sont rentrés chez eux à la fin du week-end, revenus en 2018. L'histoire de la Grande Guerre, décidément à l'honneur ce week-end. Dans ces récents temps de commémoration, les archives départementales des Yvelines organisaient samedi une journée autour de 14-18 avec animation et remise de prix. Le récit de Mélanie Poquet, les images de Nicolas Dandry. Plusieurs années de travail collaboratif, mais aussi plusieurs années d'émotion. C'est une sorte de clap de fin. Avec la fin du centenaire de la Grande Guerre, les archives départementales ont célébré une nouvelle fois l'histoire à travers leur projet collaboratif débuté en 2013. Une édition qui clôt un peu ce cycle de commémoration, une édition dont la programmation a été menée conjointement avec l'ensemble des bénévoles, une édition que l'on voulait avant tout festive et qui soit une sorte d'hommage aux contributeurs, notamment au travers de cette exposition photo de portraits. Ils sont très actifs dans l'ensemble des projets que l'on mène et sans eux, on ne pourrait pas arriver à ces résultats. Les bénévoles et le public ont voyagé jusqu'en 1914 en se glissant dans la peau de poilus du recrutement à l'envoi de courriers sur le front. Il y avait une grosse responsabilité parce que ces cartes représentaient, cette correspondance représentait évidemment beaucoup. Et puis, il fallait aussi, bien entendu, dans l'autre sens, que la correspondance écrite par les familles puisse parvenir jusqu'aux premières lignes. Une journée aussi marquée par des remises de prix. Les passionnés pouvaient partir en équipe à la recherche de gueules d'ange dans un serious game. Il y a 8 étapes pour pouvoir trouver finalement qui est Gueule d'Ange. On est à la recherche d'un personnage qui a fait des croquis et donc on essaie de retrouver le nom de ce Gueule d'Ange. Je suis une adepte des archives départementales, donc déjà moi je les connais déjà depuis très longtemps. Donc c'était une évidence de faire en fait ce jeu.
Depuis 2013, plus de 7000 personnes ont été touchées par l'ensemble des projets menés par les archives départementales. Ce mardi, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, la ville de Trappes propose, elle, une semaine de l'éducation, une de multiples animations à destination des enfants, bien sûr, mais aussi des parents et de la communauté éducative. Point d'orgue samedi, avec la signature du projet éducatif de territoire. Bonsoir, Janine Marie. Bonsoir. Vous êtes première maire adjointe de Trappes, en charge notamment de l'éducation. Alors, la ville le dit dans son communiqué de presse annonçant l'événement, l'éducation, c'est la meilleure arme dans la lutte contre les inégalités économiques et sociales. Pourquoi ? Tout à fait. Tout à fait. C'est le moment qui se prolonge, puisque ça commence de la crèche jusqu'au lycée et quelquefois au-delà. C'est le moment de mettre chacun face à ce qu'il peut donner de lui-même pour la société. Encore faut-il lui donner les clés. On a une société aujourd'hui qui est pressée, toujours pressés, des enfants qui sont souvent seuls à la maison, des parents qui n'ont pas le temps, et puis il y a un déficit de 30 ans de société qui fait qu'on n'a pas pris le mal à bras le corps. Aujourd'hui, il semblerait que on change de disposition à l'égard de l'éducation nationale. Nous, dès que le PEDT, le projet éducatif de territoire, est sorti par Monsieur Payon, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai vu les leviers que cela permettait pour les enfants de Trappes. Et il faut bien reconnaître que maintenant, ça va faire bientôt 12 ans que j'ai cette délégation. À force d'agir auprès des enfants et surtout des parents, parce que sans les parents, on peut rien faire, les résultats scolaires s'améliorent. Et du coup, pourquoi créer l'événement avec cette semaine de l'éducation ? Alors, pourquoi créer l'événement ? Parce que c'est notre deuxième PEDT, que ce PEDT s'est enrichi de l'expérience du premier que nous avions fait. Il a été co-construit, co-écrit avec les partenaires dans tout leur ensemble, y compris les enfants. Et à partir de là, il est devenu très riche et nous avons une attractivité qui fait que je pense que ce deuxième PEDT va être bien meilleur que le premier parce que nous avons initié, nous mettons à disposition de l'éducation nationale sur le temps scolaire pour que tous les enfants en bénéficient, les ateliers à visée philosophique qui sont absolument magiques, et puis des ateliers théâtre, et nous avons depuis 2 ans l'association Enquête qui intervient sur les faits religieux. Pour vous simplifier un petit peu la chose, c'est 2 colonnes, la croyance et la connaissance. D'accord. Et pas faire attention que l'une ne va pas chez l'autre. Et c'est très efficace. Et c'est très important d'associer tout le monde. C'est une semaine qui s'adresse aux enfants. Vous l'avez dit, l'importance des parents aussi, la communauté éducative. Oui. On avait le coup de pouce, je crois que c'était jeudi dernier. Toutes les écoles étaient représentées. Il y a une école où il y a des difficultés particulières. C'est pour ça que les ateliers philosophiques démarrent dès la maternelle jusqu'au CM2. La maternelle, c'est le réseau RAZED qui fait la philosophie. Et en élémentaire, c'est une association, l'association SEV, Savoir être et vivre ensemble. Et c'est tous les niveaux de l'élémentaire qui ont... Eh bien, les parents et les enfants n'étaient pas là. Et des ateliers aussi savoir-être qu'on a peut-être vu à l'image ou qu'on verra au cours de cet entretien. Alors, le temps fort de cette semaine, c'est samedi avec la signature dans l'après-midi de ce projet éducatif de territoire. C'est un projet éducatif qui a été mis en place il y a 4 ans pour la première fois, c'est ça ? Alors, il y a 4 ans pour la première fois, il est valable 3 ans, donc là il démarre en 2018 jusqu'à l'année scolaire 2021-2022. Que faut-il retenir de ce nouveau projet éducatif qui va être signé samedi ? Eh bien, c'est toutes les nouveautés qu'il y a à l'intérieur, donc les ateliers que je viens de vous dire, l'atelier théâtre, c'est aussi important pour le bien-être de l'enfant. On travaille énormément sur le bien-être. D'accord. Parce que si on n'est pas bien dans sa peau, je dis toujours en France, on a la tradition du transmis du savoir et du savoir-faire, on n'a pas la transmission du savoir-être. Or, si on n'a pas ce dernier, les 2 premiers sont un peu en déséquilibre. Et c'est là-dessus qu'on intervient auprès des enfants. Les mettre l'estime de soi le plus tôt possible. Et c'est une signature qui se fera notamment en présence du préfet des Yvelines et du directeur académique des Yvelines. Alors, sur le programme d'ici samedi, il y a un programme aussi varié à Trappes, notamment des structures qui sont associées, le grenier à sel, l'école de musique et de danse, la librairie Millefeuille, pour ne citer qu'elle, mais voilà, il y en a bien d'autres. Faut retenir que c'est un programme varié. Il y a de l'exposition, il y a des ateliers, il y a plusieurs choses proposées. Il y a de tout. Il y a tout ce qui se passe tout au long de l'année et de ces 3 années à venir qui interviennent autour de l'enfant de façon directe ou indirecte. Et chacun peut aller, le temps de cette semaine, vérifier comment se passe l'intervention auprès des enfants, comment ils travaillent ensemble.
Et la journée de samedi, on l'a dit, cette signature l'après-midi, mais c'est une journée temps fort de l'événement avec aussi beaucoup d'animations. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, c'est bien, parce que les parents peuvent assister, ils peuvent mettre au mur sur des affiches ce qu'ils entendent, ce qu'ils proposent. Donc oui, c'est bien. Sur le côté pratique, toutes ces animations, elles se font sur inscription. Il faut s'inscrire pour participer à ces animations. Pas forcément. Non, ça va et ça vient. C'est entrée libre. Est-ce que c'est gratuit ? C'est gratuit. D'accord. Et alors, quel objectif du coup pour cette semaine ? Qu'est-ce qui ferait que cette semaine de l'éducation soit une réussite pour la ville ? Mais je pense que c'est le fait de faire connaître le PEDT, le contenu et de tout ce qui se trouve à l'intérieur. On nous a souvent, comme beaucoup d'actions, reproché de ne pas suffisamment communiquer. Et là, cette fois, on a voulu faire un temps fort, au moins pour le lancement. Voilà, on a des conférences intéressantes avec des gens qui s'intéressent à la ville. Donc un monsieur qui a fait un rapport sur le travail de l'élève en classe et hors classe, qui a déplacé une de ses activités pour être absolument présent, et c'est certainement lui qui dirigera le prochain comité scientifique éducation. Et tout le programme est à retrouver, il est fourni, ce programme, sur le site de la ville, trappes.fr. Merci Janine Marie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la première maire adjointe de Trappes, en charge notamment de l'éducation. Allez, une page sport tout de suite dans ce journal. On parle sport, il vient de me rejoindre en plateau avec Mickaël Midoro. Bonsoir Mickaël, vous avez fait vite. Alors vous nous parlez chaque semaine des résultats sportifs du week-end, c'est une traditionnelle chronique. Alors il y a du football aujourd'hui au cœur de cette chronique. Et direction Versailles, on jouait ce week-end, ce dimanche, le 7e tour de la Coupe de France. Et oui Grégory, les Versaillais se sont qualifiés pour le 8e tour en s'imposant à domicile contre les Tahitiens de l'AS Dragon. Les 2 buts de cette partie ont été inscrits en première période. On écoute le milieu du FC Versailles, Oussama Berkak, au micro de notre journaliste Mélanie Poquet. On est satisfait de passer le tour. C'était une satisfaction, c'était une chose qu'on avait à cœur de faire et l'essentiel a été fait. Il y a eu 2 buts en première mi-temps, après on aurait aimé marquer plus de buts en seconde période, mais bon, tant qu'il y a la qualif au bout, c'est ce qu'on voulait. Je vous propose maintenant de regarder l'une des actions du match. Grégory, on joue la 2e période et c'est à ce moment-là que Marama Vairua, l'ancien joueur de Ligue 1 passé par Nantes, Lorient ou Monaco, réalise ce geste. Regardez. Il y a des restes dans le pied. 38 ans, voilà, coup franc sur le poteau. Voilà, il y a des restes, vous l'avez dit précédemment. Ça ne sourit malheureusement pas aux Tahitiens. Les Versaillais l'emportent, mais les Polynésiens sortent avec la tête haute. On a beaucoup travaillé. Mais notre premier adversaire aujourd'hui, c'était quand même le froid et le vent, donc du coup c'est compliqué pour nous. Surtout qu'on vient ici en pleine période chaude chez nous, avec un taux d'humidité qui dépasse les 100%. Ce sont des hommes, avant d'être des footballeurs, avec des convictions, avec cette envie élevée de défendre leur île, leur identité, leur club. Le club n'avait plus atteint un 8e tour de Coupe de France depuis 7 ans. Le tirage au sort du 8e tour sera effectué ce mardi 20 novembre à 19h exactement. Les Versaillais pourraient recevoir un club de Ligue 2. Grégory, la rencontre se disputera quant à elle le 8 décembre prochain. Versailles qualifié du coup, Mickaël. Est-ce que c'est le dernier club des Yvelines ? Et oui, malheureusement, Versailles est bien le dernier club en course dans cette Coupe de France. L'aventure s'arrête donc au 7e tour pour Carrière-Gressillon. Le club qui évolue en première division de district a été éliminé par le Charité-sur-Loire. Une équipe de National 3, malgré les 4 divisions d'écart, le petit poussé national s'est incliné 2-1 après avoir ouvert le score à 20 minutes de la fin du match par Samy Rivière. Une défaite donc au goût amer. Les Yvinois ne rencontreront donc pas un club professionnel dans cette Coupe de France. Merci Mickaël, cette information football et bien d'autres encore à retrouver dans votre émission le 7-8 Sport juste après ce journal. Ce sujet à Elancourt où une compétition de GRS était organisée dimanche au Palais des Sports avec plus de 300 athlètes. Retour avec Mélanie Poquet et vous, Mickaël Midoro. Des cerceaux, des ballons et des figures spectaculaires. Bienvenue sur cette compétition interdépartementale de GR. Le rendez-vous était organisé cette année par le club d'Elancourt-Morpas sur 2 jours, les 17 et 18 novembre, au Palais des Sports d'Elancourt. Il y a 4 départements, pas forcément tous les clubs, donc c'est vraiment mélangé. Il y a 4 lieux en Ile-de-France qui font des interdépartementales et il y a à peu près 325 gymnastes. Il y a tous les âges de 10 ans jusqu'à plus de 18 ans, je ne sais pas quel âge à la dernière, et c'est par catégorie. Alors il y a catégorie d'âge et catégorie de niveau. Parmi les 320 gymnastes présents, certains se sont entraînés pendant plusieurs mois pour être prêts à le jour J. Avec beaucoup d'entraînement, parce que forcément il faut s'entraîner, ça prend du temps. J'ai bien détaillé tout mon enchaînement, partie par partie. Du coup, voilà.
C'est beaucoup d'entraînement. Nous, on a 3 cours par semaine et ça fait 6 heures par semaine de cours. Du coup, c'est quand même beaucoup. Pour réaliser des performances de haut niveau, les 19 compétiteurs du club d'Élancourt-Morpas ont voulu profiter de l'avantage d'évoluer à domicile. On a l'habitude de s'entraîner sur les praticables, avoir la salle, etc. Donc c'est un peu plus simple. Le club d'Élancourt-Morpas est finalement ressorti de la compétition avec 7 podiums dont 4 premières places. La structure pourrait de nouveau accueillir la compétition l'année prochaine. Avant de vous quitter, prudence cette nuit sur les routes des Yvelines. Des chutes de neige sont attendues dans le département, placé en vigilance jaune par Météo France à partir de 1h du matin. Le département, en commun avec les Hauts-de-Seine, a activé son plan de surveillance des voies. Les cumuls de neige pourraient atteindre 2 cm par endroit. La neige qui ne devrait cependant pas tenir dans la journée de demain, mardi. C'est la fin du 7-8 journal, une édition à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.